s'est installé aux Tuileries, c'est-à-dire dans l'appartement de Louis XVI, le 19 février 1800, Bonaparte a dit à son complice Roederer, c'est pas tout d'y être, il s'agit d'y rester. Il s'agit d'y rester, sa mère traduira ça par la formule que vous connaissez, que tout le monde connaît, pourvu que ça dure. C'est un inquiet, il faut le savoir. Et jusqu'à la fin de son règne, Napoléon Bonaparte sera un inquiet. Il s'inquiète de beaucoup de choses, il s'inquiète des subsistances, il s'inquiète des impôts, etc. Il demande à son frère Lucien, qui l'a fait ministre de l'Intérieur, de lui envoyer à 22h, enfin à 10h du soir, tous les jours, un rapport comprenant ceci, état des subsistances, c'est-à-dire comment est-ce que les gens mangent. Et justement, au début de l'année 1800, le pain commence à monter. Deuxièmement, rentrée des impôts. Nous sommes au 1800, au début de 1800, il s'est aperçu que la banque ne voulait rien lui donner, aucun emprunt, c'était lui au contraire qui devait fournir. Par conséquent, il s'agit de faire de l'argent avec les impôts le plus vite possible. Puis, troisièmement, l'état d'esprit de l'opinion. Dans l'opinion, il y a des tas de gens qui ne sont pas contents. Il se méfie terriblement, et il a raison, des généraux. Il va dire à Roederer aussi, pas un qui ne se croit les mêmes droits que moi. C'est absolument vrai, il n'avait aucun droit. Il était arrivé parce que les banquiers l'avaient choisi, lui, mais ils auraient bien pu choisir un autre. Alors il se méfiait tout le temps, des généraux, des rivaux. Il se méfie aussi de ceux qu'il appelle les intrigants, les idéologues. Il y a Benjamin Constant qui est au premier rang. Ce sont ceux qui sont au tribunal et qui voudraient tout de même se faire entendre. La politique de Napoléon, c'est celle du mutisme autour de lui. Et bien un homme comme Benjamin Constant, qui a sa carrière à faire, qui veut se pousser, il a Sieyès derrière lui, Benjamin Constant voudrait se mettre en vedette, et il déteste ça, Napoléon. Sieyès, je viens de vous le nommer, il s'est retiré couvert d'or. On lui a donné Crone, on lui a donné ce qu'il a voulu, qu'il a pris dans le tiroir, mais il continue à grenouiller en douce. Et puis il y a Carnot aussi. Enfin, il y a toute une bande de gens qui ne sont pas contents. Quand il sera à Sainte-Hélène, Napoléon prononcera devant Bertrand une phrase que les historiens n'ont pas assez soulignée, je crois. Au printemps de 1800, l'État était dans une crise grave. Oui, il va dire crise grave. Ça ne va pas. Alors quand ça ne va pas intérieurement, vous savez, c'est un procédé usuel, quoi. On y fait aller par le moyen extérieur, c'est-à-dire recours à la guerre. La guerre, elle lui est extrêmement utile. Il le dira aussi à un complice qui s'appelle Thibaudeau. Il lui dira, un premier consul ne ressemble pas à ces rois de droit divin qui trouvaient leur lit tout fait. Il a besoin d'éclat, et par conséquent de la guerre. Il va dire ça à Thibaudeau. Facile, la guerre, étant donné que l'Autriche n'a toujours pas signé. Vous vous rappelez, il faut que je remonte un petit peu en arrière, hein. L'Autriche avait signé sous la pression Campo Formio en octobre 97, puis profitant de ce que la France était occupée en Égypte, elle avait réattaqué en 98, elle avait été battue en 99, mais maintenant, dans cette année 1800 où nous sommes, elle n'a pas encore signé. Il faut donc la contraindre à signer. D'autre part, un des thèmes de Bonaparte pour se faire admettre par l'opinion publique, c'est « Je suis le général pacificateur, je suis le général de la paix ». Alors le 8 mars 1800, il va lancer une proclamation pour annoncer aux Français qu'il va en effet leur apporter la paix à la France et à l'Europe, mais à condition de faire d'abord la guerre. Le premier consul, dit-il le 8 mars 1800, a promis la paix. Mais c'est à vous, Français, de la commander, de l'imposer. Votre premier consul vous jure de ne combattre que pour le bonheur de la France et le repos du monde. Ben, il peut y compter, la France, sur son bonheur, et le monde peut y compter aussi sur son repos. Je ne sais pas si vous avez remarqué le mot qu'il a prononcé. Votre premier consul vous jure de ne combattre que pour le bonheur. S'il avait dit, votre premier consul vous jure de n'agir que pour le bonheur de la France, ça avait été autre chose. Mais il y a combattre. Donc, dans cette proclamation même, il y a l'annonce de ceci, Français, préparez-vous à une série de guerres. Il le sait très bien qu'il est dans une série de guerres, étant donné que jamais l'Autriche n'acceptera ce qu'on lui a déjà imposé à Campo Formio. On a compensé les pertes qu'elle faisait du côté de la rive gauche du Rhin en lui donnant la Vénétie. On n'avait aucun droit, vous savez, de prendre la Vénétie. La France donnait, comme ça, une province qui ne lui appartenait pas. Venise, qui était pas dans le coup, qui était neutre, on disait, ben, comme compensation à l'Autriche, on va vous donner Venise. En tout cas, ils ne sont pas du tout contents, ces Autrichiens, et il est évident que ça va durer, ça va continuer. Ils vont rendre à Bonaparte le service d'attaquer les premiers. Cette campagne va être extrêmement rapide et très intéressante à suivre. Bonaparte est intelligent, ça, Dieu sait que je ne le nie guère, et il s'est dit, pour les avoir, je m'en vais faire un coup de ruse. Et c'était bien combiné, en effet. 2 offensives, comme on en avait fait en 96-97. Une offensive par l'Allemagne, avec Hoche et Moreau d'une part, et une offensive que lui dirigera par l'Italie. Parce que rien ne l'intéresse plus que cette Italie. Vous savez, il ne veut pas permettre aux Autrichiens de conserver cette Italie du Nord, dont il se fait une sorte de principauté personnelle. Alors sa ruse consiste en ceci, que les Autrichiens vont croire que la grosse offensive dirigée contre eux va être menée par l'armée Hoche et Moreau qui vient d'Allemagne. On appellera armée de réserve, comme si elle ne devait pas donner tout de suite, quelques corps que l'on va répartir du reste depuis Chalon-sur-Saône, Mâcon, Dijon, il y en a même à Dijon, Genève, Martigny, en Suisse. Mais ça
c'est le corps précisément dont Bonaparte s'est réservé le commandement et sur lequel il compte pour un effet de surprise. On va se jeter brusquement par le grand Saint-Bernard sur les Italiens qui ne s'y attendent, les Italiens et les Autrichiens, qui ne s'y attendent pas. Le passage du Grand Saint-Bernard donnera lieu à toute une littérature que vous connaissez, images d'Épinal, enfin pittoresque, publicitaire. En fait, ça a été beaucoup plus facile que la tradition ne le prétend. Notez bien que c'était pas la première fois, tant s'en faut, que des troupes françaises passaient le Grand Saint-Bernard. Elles l'avaient passé au XVIe siècle. L'armée de la République l'avait passé en 98 et encore en 99. L'imagerie se montrera un Napoléon qui se débat dans une tourmente de neige alors que c'était le 18 et 20 mai qu'il a traversé par le plus beau temps du monde. Enfin, on en a fait le battage nécessaire. Et puis, à peine est-il arrivé dans les plaines lombardes, qu'il se précipite sur l'ennemi, qui ne s'y attend pas, et c'est la bataille, c'est la victoire de Marengo, 14 juin 1800. Ça a failli très mal tourner, Marengo. Et s'il n'y avait pas eu l'intervention de Desaix, c'était une grave défaite, très grave défaite pour Bonaparte. Dans son livre tout à fait sérieux de 1965 sur Napoléon, M. Georges Lefebvre dit Bonaparte prit soin d'en répandre, de Marengo, il prit soin d'en répandre un récit maquillé qui a longtemps trompé l'histoire. Il en a beaucoup voulu à Desaix de l'avoir pratiquement sauvé. Vous savez, ça a été une charge de cavalerie inattendue de Desaix qui a mis la panique dans les rangs de l'adversaire. Et plus tard, encore bien des années plus tard, à Sainte-Hélène, il dira à Bertrand, Desaix, il n'a rien fait du tout à Marengo. Oui, il avait tellement rien fait qu'il avait sauvé la situation. Puis il a fait une seconde chose encore bien plus importante, il s'était fait tuer. Et ça, c'est la toute bonne nouvelle, vous savez. Parce que le même jour, ce 14 juin 1800, il y en a un autre qui se fait descendre aussi. Le même jour, Kléber se fait assassiner en Égypte. Et Bonaparte, qui est Napoléon, dira à Bertrand à Sainte-Hélène, si jamais Kléber fût revenu, il m'eût beaucoup gêné. Il m'eût beaucoup gêné. En effet, Kléber était furieux de ce qu'on lui avait fait. On lui avait laissé une armée qui était en décomposition, ruinée par la maladie, avec des ophtalmies purulentes, avec des dysenteries amibiennes, impossible de recevoir des secours de la France. Ça avait horriblement mal tourné, enfin on l'avait enfoncé dans un guêpier. S'il était jamais rentré en France, furieux comme il l'était, et à juste titre contre Bonaparte, il eût été effectivement gênant. Par bonheur, je viens de vous le dire, le jour même de Marengo, Desaix se fait tuer au combat, et lui, Kléber, se fait descendre par un révolté Quérotte. La guerre n'est pas finie avec Marengo, n'en croyez rien, il y a tout de même l'armée du Nord, enfin l'armée d'Allemagne qui travaille. Seulement c'est l'armée Moreau-Hoche. Et ça ennuie terriblement Bonaparte, et il va le dire aussi à Bertrand, il lui dit si jamais Moreau était arrivé à Vienne, ça eût été fort embarrassant pour moi. Vous voyez, c'est exactement le même coup qui recommence qu'en 96. Vous vous rappelez, en 96, Bonaparte travaillait dans l'Italie du Nord, et puis Moreau travaillait en Allemagne, et lui, Napoléon, enfin qui était Bonaparte à ce moment-là, vivait dans la terreur de ce que l'autre, Moreau, arrive à des succès plus rapides qui lui permettaient de conclure la paix à Vienne. Cette fois, il est le maître, il est le premier consul. Alors il va pouvoir tenir Moreau d'une manière pénible, cruelle. Il va lui ôter des hommes. Moreau avait une puissante armée d'environ 130 000 hommes, il va lui en retirer jusqu'à le réduire à 90 000 devant les 150 000 Autrichiens. Deuxièmement, il va interdire, il a le droit, il est premier consul, il va interdire à Moreau de dépasser Ulm dans son avance vers Vienne. Ce qui permettra ensuite à Napoléon de dire il n'a rien fait, c'était l'inertie même, alors que s'il n'avançait pas, Moreau, c'est parce qu'on lui avait interdit d'avancer. N'empêche qu'à la fin de l'année, en décembre, c'est Moreau qui va régler la situation avec la victoire de Hohenlinden en décembre 1800. Cette victoire est gênante. Et alors, c'est encore un texte à Bertrand, un texte de Sainte-Hélène qu'il faut que je vous apporte là. Lorsque Talleyrand raconte Napoléon, lorsque Talleyrand, qui avait appris le premier la nouvelle de Hohenlinden, vint me l'annoncer, toute son attitude, contrainte et grave, signifiait « Moreau est devenu bien puissant. Il faut maintenant que l'un de vous deux périsse. » Eh bien, on avisera. Bonaparte, dès après Marengo, est rentré en toute hâte à Paris. Marengo, 14 juin, le 2 juillet 1800, il est à Paris. Il rentre alors que l'affaire n'est pas réglée, l'affaire militaire n'est pas réglée du tout, mais il rentre parce qu'il est très inquiet, il est très tendu. Il a appris par ses frères qu'il y avait toutes sortes de conciliabules, c'est le mot qu'on employait, qui se déroulaient à Auteuil. Dans ces conciliabules, il y avait Sieyès, il y avait Talleyrand, il y avait Carnot. Et on est en train de se dire que, premièrement, peut-être Bonaparte pouvait être tué sur le front de Marengo, sur le front italien, et qu'il fallait donc prévoir son remplacement. Et d'autres se disaient que même s'il n'était pas tué, on pourrait peut-être le renverser. Il ne se sent nullement irremplaçable. Et il y a une lettre qui est un vrai document, vous savez, une lettre de Lucien à Joseph qui lui dit « La nouvelle de Marengo les a consternés ». Consterné, c'est donc qu'on espérait un échec de Bonaparte et son remplacement. Il sait tout ça. Il arrive comme la foudre pour essayer de reprendre ses gens en main. Et Talleyrand, qui est très compromis, qui s'est très mouillé dans ses affaires, dans ses conciliabules d'Auteuil, Talleyrand va l'entourer de flagornerie pour sauver la situation.
Talleyrand va lui écrire des choses comme ceci. 21 juin, la postérité pourra-t-elle croire au prodige de votre campagne? Ici, le merveilleux est la vérité. Quelques jours plus tard, Talleyrand à Bonaparte. Ne pas vous voir laisse mon esprit sans guide. Votre infatigable et vraiment sublime activité. Je voudrais que vous fussiez contraint de faire de votre santé l'affaire principale de vos soins. Je vous assure que vous vous en occupez pas assez. Je vous le dis parce que je vous aime. Je suis à vous, à la vie, à la mort. Enfin, il se tire d'affaire, Talleyrand. Napoléon ne sait pas à quel point il a travaillé contre lui. Il le gardera comme un très dangereux collaborateur. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour lui, au point de vue intérieur? Il y a l'affaire de Vendée. Elle a été rapidement réglée. Les Vendéens s'étaient soulevés depuis 1999. Il va procéder de deux façons, parallèlement, d'un côté par la violence et par la duperie, puisqu'un des chefs vendéens, Frotté, qui avait obtenu un laissez-passer pour venir en négociation, dès qu'il a eu l'imprudence d'accorder crédit au laissez-passer que les hommes de Bonaparte lui ont donné, on s'est emparé de lui et on l'a tué. 6 exécutions. Et puis, parallèlement, Bonaparte va recevoir des délégués. Il y a Hyde de Neuville, HYDE, c'est un ami de Chateaubriand, Hyde de Neuville, qui vient le voir à Paris pour voir si on ne peut pas s'entendre. Et Bonaparte aura là un mot magnifique. Nous autres nobles, dit-il à Hyde de Neuville. Du moment que les Chouans sont dirigés par des nobles, eh bien, ce jour-là, il fait le noble avec eux. Donc, affaire de Vendée arrangée. Mais ce sont les Républicains qui l'ennuient le plus. Les Républicains, enfin, les restes des 500, ceux qui représentent Robespierre, ceux qui représentent l'esprit encore de Jean-Jacques Rousseau. Il a une détestation, vous savez, une haine furieuse de l'esprit de Jean-Jacques. Il était allé au début de l'année 1800 chez le marquis de Girardin, l'ex-marquis de Girardin, qui avait été le dernier hôte de Jean-Jacques à Ermenonville. Et il lui avait dit ce jour-là, et Girardin racontera, scandalisé du reste, dans ses mémoires, un fou, votre Rousseau, pas autre chose qu'un fou. Oui, bien, il y a les amis de Rousseau et les amis de Robespierre qui sont encore là. Ça, c'est très dangereux, parce que ce sont les intelligents, vous comprenez? Ce sont les gens qui voient la fiction républicaine qu'il est en train de maintenir et qui dissimulent un étranglement, enfin une abolition de la République. Ces gens-là sont redoutables. Fouché, dont il a fait son ministre de la police, qui est un ancien jacobin et qui est détesté par certains, en particulier par Talleyrand, parce qu'on dit qu'il est resté jacobin. Fouché, pour se dédouaner lui-même, va multiplier les récits de complots républicains. Aujourd'hui encore, on hésite pour savoir si c'est du vrai ou c'est du faux. En septembre, en octobre, en novembre 1800, Fouché révèle à Bonaparte 3 complots républicains. Il y en a un qui est presque certainement une mise en scène de police, 2 qui étaient peut-être vrais. Enfin, ça, c'est l'épine qu'il a dans le pied, Bonaparte. Il faut qu'il se débarrasse des républicains. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans la nuit de Noël 1800, donc 24-25 décembre 1800, il se rendait à l'Opéra. Et quand il a traversé la petite rue Saint-Nicaise, une machine infernale a éclaté. Un tonneau de poudre qu'on avait mis sur une charrette en travers de la rue, on l'a allumé au passage, on avait espéré qu'il sauterait quand le carrosse de Bonaparte passerait, il va sauter avec un petit peu de retard ou d'avance, je ne me rappelle plus, toujours est-il que Bonaparte échappe, 22 tués, 56 blessés, c'est une affaire des Chouans. On les connaît aujourd'hui, les 3 réalisateurs du coup. L'un s'appelait Carbon, l'autre s'appelait Saint-Régent, le troisième s'appelait Limoëlan. Carbon et Saint-Régent seront arrêtés. Limoëlan arrivera à s'échapper grâce à la complicité d'un jésuite d'extrême droite qui s'appelait le révérend père de Clos-Rivière. Mais enfin, on arrête ces Chouans. Néanmoins, Bonaparte, qui sait tout de suite, grâce à Fouché, que c'est un complot royaliste, décide d'en faire un complot républicain. Et de prendre cette affaire de la rue Saint-Nicaise, qui a fait peur à beaucoup de gens, comme prétexte pour se précipiter sur les républicains. Et il trouvera toutes les corroborations qu'il voudra. Vous savez, Fouché, Cambacérès, le Sénat, tout le monde est d'accord. Cambacérès va dire, quels que soient, vous entendez, c'est incroyable, quels que soient les auteurs de l'attentat, les Jacobins nourrissent des desseins criminels et il faut en finir avec eux. Fouché va présenter un rapport le 1er janvier 1801 où il a mis 130 noms de républicains connus à Paris, en disant, si vous voulez frapper, c'est ceux-là qu'il faut frapper. Nécessité, dit Fouché, de garantir l'ordre social. Alors que, je vous le répète, l'attentat est un attentat royaliste. Non, on va frapper sur les républicains. Quant au Sénat, le 6 janvier, c'est très beau ça, écoutez ça, considérant que les individus dont il s'agit, c'est-à-dire les 130 noms, qui ne sont pour rien dans l'affaire de Saint-Nicaise, considérant que les individus dont il s'agit s'arrogent le nom et les droits du peuple, que ce sont des hommes de sang, et qu'ils constituent la cause de continuelles